Bien, j'ai réactivé le son de Zineb, de Hassan, de Leïla et de Soukaina. Vous m'entendez tous? C'est bon, Zineb? Oui. Ok, très bien. Donc j'ai coupé les micros des autres participants. Ils pourront les activer pour poser des questions par la suite. Donc bonjour à tous. Je m'appelle Omar Ben Aïcha, je suis vice-président de l'ORSEM. Donc nous organisons dans le cadre de l'ORSEM, qui est un observatoire de la RSE au Maroc, durant ce confinement, une série de webinars, ce qu'on a appelé l'ORSEM Talks, ou Talks. Donc ça c'est le premier. Le but c'est de partager avec la communauté des responsables RSE et des professionnels de la RSE en général quelques idées et partager aussi quelques retours d'expérience sur les sujets de la responsabilité sociétale des entreprises. Donc le titre de ce premier webinar, c'est la RSE au Maroc, quel renouveau pour l'entreprise marocaine. Et pour débattre de ce sujet, nous avons le plaisir donc d'accueillir Hassan Oudali, qui est le responsable RSE groupe de TMSA, Leïla et Hassoun, qui travaille aussi dans le domaine de la RSE, notamment il a travaillé chez Managem. Zineb Limam, qui est ex-VGO et qui a travaillé aussi chez Veritas et qui travaille aussi dans le conseil RSE. Nous avons aussi Soukaina Mamoun, qui est responsable RSE à la Chambre française du commerce, qui a aussi une vue plutôt support et aussi appui aux entreprises au niveau de différents sujets, et en particulier dans le sujet de la responsabilité sociale. Je les remercie d'avoir accepté de participer à ce webinaire. Et donc, je vais adresser la parole d'abord à Zineb Limam. Zineb, est-ce que tu peux partager avec nous un peu ton retour sur la RSE au Maroc aujourd'hui, en général, vu que tu as travaillé dans plusieurs organismes qui apportaient un appui aux entreprises dans le domaine et qui évaluaient les entreprises dans le domaine. Quel est ton ressenti aujourd'hui par rapport au développement de la RSE au Maroc? Cher Omar, je suis Zineb Limam. Je suis auditeur consultant en matière de RSE, comme a dit Sir Omar. J'ai une longue expérience de plus de 12 ans en la matière, principalement en tant que prestataire qui apporte son appui, son soutien auprès des entreprises et des organismes qui souhaitent mettre en place une démarche RSE, accompagner leurs démarches, auditer, évaluer, etc. Que ce soit entreprise ou organisation. À travers ces longues années, je dirais bien de longues années de travail et d'expérience. Donc, j'ai commencé en 2008, mes premières expériences en audit et accompagnement en matière de mise en place d'une démarche RSE. Tout au début de 2008-2009, quand on parlait de la RSE, c'était un sujet comme parler d'un luxe. Ou quand on parlait de la RSE, pour les entreprises et pour les interlocuteurs que j'avais en face, la RSE, c'était réservé soit aux grandes entreprises, soit aux grandes entreprises, soit aux filiales de multinationales, ou des entreprises qui disaient qu'on avait et le budget pour ça. On ne voyait pas la RSE comme un gain ou un facteur de succès pour l'entreprise, que par la suite, nous allons recueillir les résultats de cet investissement. Mais au fil des années, vraiment, j'ai le plaisir de voir des entreprises qui ont fait des avancées. Je peux citer plusieurs exemples. Par exemple, nous avons Leïla avec nous qui va partager son expérience de management. Mais moi, j'ai eu l'opportunité de faire la première filiale du groupe Managem en 2009, cet été, en compagnie de couple. Et on vient tous les ans, tous les 2 ans pour voir l'évolution qui couvre. Ça fait plaisir de voir. Mais à la fin du mois, à la fin de l'année, on va faire une action RSE. Mais de plus en plus, les entreprises s'approprient la RSE
en faisant leur action comme étant un réflexe de faire cette démarche RSE. Donc, en 12 ans, de 2008, là, on est en 2020, l'évolution de la RSE, telle que moi je la vois en tant que prestataire qui accompagne les entreprises, j'ai eu l'opportunité de faire une centaine d'entreprises de toute taille, de tout secteur d'activité. Les, l'appréhension de la RSE ou comment les entreprises s'approprient la RSE devient de plus en plus un facteur de succès et un investissement dont on ne voit pas uniquement le coût, mais on voit également le gain derrière cette démarche RSE. Voilà, merci Omar. C'est moi. Tu as mentionné justement l'exemple de Managem. Leïla, est-ce que tu peux nous dire un peu le temps vécu, et notamment dans le secteur minier en particulier, quelle est la particularité de la mise en œuvre de la responsabilité sociale dans le secteur minier? Alors Leïla, j'ai coupé son micro. On va rétablir le son de Leïla. Ah, Leïla, ton son est rétabli. Donc c'est bon, vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend. Super. Alors c'est une très belle transition, je vous en remercie. Donc, et je remercie aussi Omar de nous avoir réunis tous aujourd'hui dans ce webinaire autour d'un sujet aussi, je vais dire, engageant que passionnant. Alors en termes d'expérience, j'ai eu aussi l'occasion de faire et de l'audit et du conseil, et maintenant je suis dans l'opérationnel sur la partie RSE. Et donc je vois un petit peu comment est-ce que les discours, comment est-ce que le regard change sur la RSE. Avant, effectivement, c'était, comme a dit Zineb, c'était un petit peu un luxe, c'était réservé à certaines entreprises. Maintenant, effectivement, c'est une partie intégrante du business. Dire qu'au fait, lorsqu'il y a une présentation aux investisseurs, c'est autant les éléments financiers que les extra-financiers, que les éléments extra-financiers ont pratiquement la même importance. On ne pose plus la question sur la croissance en termes de chiffre d'affaires ou d'EBITDA, mais également en termes de quel est l'impact social, quel est l'impact sociétal, comment réduire l'impact sur l'environnement. Et bien entendu, le groupe minier, Managem, que ce soit Managem ou autre, n'échappe pas à cette règle en termes d'enjeux, parce que, au fait, la particularité aussi du secteur minier, c'est qu'au fait, il regroupe l'ensemble des enjeux, et donc c'est une véritable, tant que ce soit sur la partie environnementale, sur la partie sociale ou encore sociétale, sans oublier la partie gouvernance. Bien entendu, depuis 2008 jusqu'à maintenant, un long chemin a été parcouru. Il y a encore des choses à faire, mais je dois dire que personnellement, c'est-à-dire que en tant que responsable RSE au sein du groupe, j'ai l'occasion de voir un petit peu le progrès, un peu de les accompagner, de voir comment est-ce que cette RSE elle grandit au fur et à mesure, tant sur le plan environnemental, sur le plan sociétal, comme j'ai dit, ou encore sur le plan éthique. Bien entendu, dépendamment des années, il y a des enjeux qui, plus ou moins, ils prennent de l'importance. Je pense à la partie éthique qui devient de plus en plus importante en termes aussi d'enjeux par rapport à avant où il était juste question de se focaliser sur la qualité du produit, sur la satisfaction client. Maintenant, d'autres enjeux, ils peuvent prendre de l'importance suivant l'ère du temps, on va dire. Et aujourd'hui, dans la partie justement investissement, tu parlais tout à l'heure de l'investissement. Est-ce qu'aujourd'hui les investisseurs, en tout cas ceux qui financent les activités minières, tu crois que, on va dire, sur les 10 dernières années, ils ont beaucoup changé de façon de voir, et ils ont de plus en plus d'exigences extra-financières pour décider sur les investissements? Bien entendu, parce qu'au fait, qu'est-ce qui fait la différence entre, je veux dire, entre un groupe et un autre, entre une entreprise et une autre, c'est-à-dire au-delà de la partie financière, par exemple, sur le business plan, sur le chiffre d'affaires, sur les contraintes secteur, ou encore les contraintes pays, elles sont plus ou moins les mêmes pour l'ensemble des entreprises. Néanmoins, ce qui fait un petit peu la différence dans une entreprise, c'est un petit peu la cohésion de son collectif, c'est l'ensemble des collaborateurs qui vont faire en sorte de donner, je veux dire, d'apporter une valeur ajoutée en termes extra-financiers. Donc, dans les présentations, par exemple, aux investisseurs ou autres, ce qui compte, en fait, ce qui fait la différence, c'est comment est-ce que la partie, par exemple, sociétale, la partie environnementale ou encore la partie collaborateurs et RH, elle est bel et bien intégrée et elle est bien expliquée aux investisseurs. Parce qu'au fait, le fond du métier, un investisseur, il le connaît.
Donc, il sait très bien donc, quel est le coût de revient, quel est je dirais, quelles sont les perspectives en termes de croissance, en termes d'investissement, donc le coût du capital. Donc, ça, c'est connu. Mais la différence, elle réside dans ces éléments, je dirais, extra-financiers et dépendamment, bien entendu, de chaque entreprise. Tantôt, c'est sur la partie environnementale, tantôt sur la partie sociétale ou encore sur la partie gouvernance. Merci Leïla, je reviendrai vers toi tout à l'heure sur un autre sujet, qui est celui de l'alimentaire et de la distribution. Oui. Je reviendrai dans la deuxième partie de mes questions. Je m'adresse à Hassan Oudali, donc responsable RSE de groupe TMSA. Vous savez aujourd'hui le groupe TMSA qui gère les infrastructures portuaires et les zones d'activité au nord du Maroc, c'est quand même aujourd'hui un point important de transit et dans la chaîne logistique internationale du Maroc. Comment un groupe comme TMSA aujourd'hui voit le développement de la RSE au Maroc et la responsabilité sociale en général? Qu'est-ce qu'il apporte à un groupe comme TMSA dans ses relations avec ses parties prenantes dans la mise en œuvre de ses opérations? C'est Hassan. Alors, c'est Hassan, est-ce que son micro est... Vous m'entendez? Oui, on t'entend, oui. En fait, si on veut parler du groupe Tangemed, au TMSA au départ, avant qu'elle soit un groupe de société, son parcours, son chemin dans cette partie de la RSE est un petit peu différent des autres structures. J'entends par là. C'est-à-dire que Tangemed, dès la conception, dès le business model, dès le projet Tangemed tel qu'il est, lors de sa mise en place, son statut, les prérogatives qui lui ont été octroyées, et puis les responsabilités que doit assurer Tangemed, en plus de faire du business, ça a été en fait, disons qu'au démarrage, on avait pensé RSE, mais tout le travail qui a été fait n'était pas fait dans le cadre de la RSE en tant que norme ou que référentiel international. J'explique pas ce que je viens de dire, comme par exemple Tangemed, lors de sa création, déjà le choix du site, on avait pensé biodiversité, impact environnemental, on avait pensé impact sociétal aussi, et dès le démarrage, il y a eu la création de Tangemed, la fondation Tangemed. En plus de ça, le choix, c'est-à-dire des activités qui seront assurées par l'infrastructure Tangemed, ça a été pensé au départ, c'est-à-dire choisir des activités moins polluantes ou pas polluantes. Quoi d'autre? Sur le volet gouvernance, ça a été bien pensé dès le démarrage, un conseil de surveillance, un directoire, des conseils d'administration pour les filiales et autres. Et puis, ce dialogue avec les autorités locales qui a été instauré dès le démarrage. Déjà que Tangemed aussi est là les prérogatives de l'État et là la responsabilité de gérer un territoire, à peu près de 500 km². Et donc voilà, ça c'est pour la RSE. Par ce volet-là, la RSE, comment elle a été perçue, c'est-à-dire après, en fait, il y a eu des pratiques, beaucoup d'investissements qui ont été mis en place, que ce soit sur le volet de protection de l'environnement, ou là pour les riverains, ou là pour l'activité, ou là la certification ISO 9001 pour la qualité, par exemple, pour assurer une bonne qualité de service. Là, une clientèle dédiée, une clientèle qui est c'est-à-dire on a des activités orientées à l'international plutôt que national. Le port il est dédié principalement à l'activité de le transportement et une petite partie de l'import-export, donc ouvert à l'international. Donc il fallait se mettre et assurer les activités dans les standards internationaux. Donc, il y a eu tout ce chemin-là, la mise en place de plusieurs systèmes de management qualité environnementale. Et puis, vers la fin, on avait pensé à
bien mieux structurée, bien cadrée, toutes les actions que fait le groupe dans le cadre d'une stratégie RSE. Ce travail-là, il a bien sûr, il a beaucoup importé, il a donné plus de visibilité, plus de clairvoyance dans ce qu'on fait et mieux penser les relations avec toutes les parties prenantes là et ben voilà. Au Maroc, le ressenti, c'est justement et simplement c'est l'implication de toutes les parties prenantes. Et puis, j'entends par toutes les parties prenantes, c'est aussi l'État marocain par l'arsenal juridique qui est là, mais qui n'est pas, par exemple, appliqué. C'est surtout ça. Tout à fait. Donc, tu veux dire que le non-application en fait, efficace, on va dire, des textes réglementaires, aujourd'hui, il freine quelque part le développement de l'engagement dans la RSE. Oui, et la mise en pratique des actions RSE, ça en partie, mais aussi, comme j'ai dit, l'implication des autres parties prenantes. Des fois, on a un ensemble de parties prenantes, elles sont là impliquées et tout, mais les autres, il faut vraiment, on fournit beaucoup d'efforts pour les impliquer, pour les intéresser dans cette démarche. D'accord. Merci beaucoup, Sir Hassan. Soukaina Mamoun, toi qui es responsable RSE au niveau de la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc, la Chambre a une tradition de la RSE assez ancienne, puisqu'il y a une démarche qui date de plusieurs années, qui a été même labellisée, etc., selon la norme ISO 26000. Aujourd'hui, vous recevez beaucoup d'entreprises, bien sûr, les adhérents, etc. Et dans le cadre des travaux de la Chambre, comment vous voyez le dynamisme de la RSE au Maroc aujourd'hui, et notamment chez les membres de la Chambre française? Alors déjà, en fait, de par la nature même des missions de la Chambre, alors la Chambre a vocation de promouvoir le développement de l'économie, à soutenir la création des entreprises. Donc en fait, notre responsabilité sociétale, on dirait, fait partie intégrante de notre stratégie. Certes, il est aussi de notre responsabilité de démultiplier les impacts positifs et de minimiser aussi les impacts négatifs. Donc, et d'autre part, en fait, la Chambre souhaite se montrer exemplaire vis-à-vis de l'ensemble de ses parties prenantes, bien sûr en intégrant les meilleures pratiques économiques, sociales et environnementales. Donc, pour la Chambre, en fait, la RSE est un enjeu très important. Oui. Vas-y, Soukaina, je viens de couper, c'est Abou Abid qui parlait. Vas-y. Ouais. Donc, en fait, ce qui a permis à la RSE, en fait, d'être intégrée dans nos différentes activités et en fait, dans l'ensemble des aspects et des activités de la Chambre. Est-ce qu'aujourd'hui, les membres aujourd'hui de la Chambre, les adhérents aujourd'hui, est-ce qu'ils vous demandent justement d'organiser des activités de sensibilisation? Est-ce qu'ils sont demandeurs de contenu RSE? Alors, en fait, pour le moment, on n'a pas reçu ce genre de demande. Par contre, ce que la Chambre fait, c'est que effectivement, elle essaye de développer la vie associative et dans les différentes régions, en fait, dans le royaume, et aussi de faire en fait des réunions d'information sur les thèmes de la RSE. Pour influencer les adhérents et leur inciter à mettre en place une démarche RSE. D'accord, très bien, très bien. Merci Soukaina. Effectivement, on vient de voir, il y a aujourd'hui un mouvement pour la responsabilité sociale au Maroc que je veux dire, même pour les sceptiques, on doit se rendre à l'évidence aujourd'hui qu'il y a une tradition aujourd'hui, qu'il y a de la pratique qui se fait. C'est vrai qu'avec cette crise, je pense que ces sujets vont devenir beaucoup plus insistants. Comme je disais au début, il y a pas mal d'initiatives qui sont lancées par des entreprises en partenariat avec des parties prenantes, en partenariat dans le cadre de clusters industriels, etc. On a vu que grâce à ces démarches, on a pu fabriquer des masques, on a pu fabriquer des ventilateurs,
On a pu mettre en place toute une logistique pour aider le corps médical dans ses interventions pour faire face à la crise sanitaire. Donc, on découvre aujourd'hui la solidarité. On la découvre déjà entre citoyens, entre individus, mais on découvre aussi la force et l'importance de cette valeur solidarité aussi dans le business, entre les entreprises, entre les acteurs économiques. On voit aussi aujourd'hui que on n'a plus beaucoup de divergences sur le plan politique institutionnel. Toutes les institutions sont en train de travailler main dans la main parce qu'ils ont un intérêt commun, celui de faire face à la crise sanitaire. Et il se trouve aujourd'hui que l'intérêt commun dans la RSE, c'est le bien-être commun, c'est le bien-être donc sur le plan social, environnemental et économique de nous tous. Donc dès lors qu'il y a une prise de conscience, qu'il y a un intérêt commun sur lequel on doit tous travailler, ben les gens ont plutôt tendance à travailler ensemble et ont tendance à travailler en partenariat. Et donc moi je pense que on va encore renforcer le travail ensemble au niveau des entreprises, etc. Aujourd'hui, on va se retrouver avec beaucoup de problématiques économiques, de TPE qui sont en difficulté, qui auront besoin du soutien de grandes entreprises qui peut-être elles vont mieux résister à cette crise. Ils ont besoin du citoyen, bien sûr, du citoyen et du soutien aussi du gouvernement et de l'administration, ça c'est clair. Mais on est dans un mouvement de plus en plus fort, de plus en plus caractérisé, de plus en plus visible en matière d'engagement au niveau de la responsabilité sociale. Je reviens très rapidement à Leïla et Hassoun qui parlaient tout à l'heure des pressions des investisseurs pour se mettre à la RSE et de s'engager en tout cas sur des critères extra-financiers, en particulier dans les projets pour pouvoir lever les financements. Et je voulais justement demander à Leïla, j'ouvre une parenthèse pour dire que Leïla est en Angleterre, il n'est pas au Maroc, et donc il est là-bas pour des raisons personnelles, et il a quelque chose à partager avec nous dans un autre secteur, qui est le secteur de la distribution. Donc je te laisse Leïla nous expliquer aussi qu'est-ce qui fait le mouvement vers la RSE dans des secteurs comme le secteur alimentaire ou de grande distribution. Leïla? Oui, oui. Vas-y. Je t'ai mis les slides, tu vois les slides? Oui, très bien, merci beaucoup. Vas-y. Alors oui, effectivement, je suis actuellement en Angleterre, je suis, disons, bloquée, liée, je veux dire, suite au blocus, donc j'attends avec oui, l'ouverture des frontières pour pouvoir revenir. D'accord. Et wow. Voilà. Et donc, oui. Alors, oui, puisque je suis ici, j'ai constaté, au fait, depuis le début, avant, puisqu'au fait, l'Angleterre, ils avaient une stratégie un petit peu différente, et ils se sont pris un peu plus tard sur la partie pour décider du confinement de la population ici. Mais néanmoins, le secteur du supermarché, parce que c'est là où il y a un petit peu le risque, ils ont déjà, eux, avant même les consignes du gouvernement, ils ont commencé à mettre en place des actions. Et donc, c'est là où je m'étais un petit peu intéressée à ce secteur, qui, par ailleurs, donc, en soi, il est assez challengeant comme secteur, parce que c'est un secteur on pense majoritairement à l'alimentation, mais quand même, il se prolifère dans pas mal de segments spécialisés. Donc, si on va à un supermarché, on peut trouver et de l'alimentaire, et des vêtements, et de l'électronique, etc. Donc, il a des enjeux assez spécifiques, et ce, tout au long de la chaîne de valeur, que ce soit côté fournisseur et côté client. Et donc, ça fait au fait des enjeux et des attentes assez fortes et des fois contradictoires de la part des parties prenantes, que ce soit et des clients et des fournisseurs, avec une équation toujours très délicate à résorber, je veux dire, puisqu'il faudrait offrir des produits à prix abordables pour satisfaire les clients, mais également écouler un maximum de produits pour les fournisseurs et ce au meilleur prix. Et bien entendu, tout en gardant une bonne marge et pour rémunérer et les collaborateurs et les actionnaires. Donc, c'est ça un petit peu les enjeux des supermarchés. Alors, en matière, je veux dire, sur ce supermarché, donc, je préférais donc juste mettre le topo sur ce qu'on appelle ici les Big Four, qui représentent un petit peu 70% du marché en Grande-Bretagne. Et pour mettre en place la démarche RSE, c'est comme tout secteur, il faut d'abord voir
le pays où ils opèrent, le secteur d'activité, mais également des problématiques sociétales. Et donc, c'est cela ce que je voudrais traiter aujourd'hui, c'est les problématiques sociétales, un petit peu les enjeux de ces Big Four. Donc, quand on parle un petit peu des enjeux, alors moi, tu peux me mettre le s'il te plaît? Ouais. Voilà. Donc, ce sont des enjeux qui ne concernent pas uniquement, je veux dire, le secteur, mais toute la société. J'ai identifié 3, à savoir le gaspillage alimentaire, l'alimentation saine et le packaging. Donc, quand on parle de gaspillage alimentaire, ce n'est pas une problématique de société, je veux dire de l'entreprise, mais c'est de toute la société, puisque ici, il y a jusqu'un quart, donc entre un cinquième et un quart de l'alimentation qui est achetée, qui part en déchets. Ce n'est pas utilisé soit dans le secteur, soit dans le supermarché, soit au cours de l'acheminement, c'est-à-dire c'est une fois la matière est achetée, les produits sont achetés, et ben un quart d'eux finissent en poubelle, on va dire. Il y a le deuxième enjeu, c'est l'alimentation saine. Donc la Grande-Bretagne, elle a le triste record d'être la première en Europe, mais en termes d'obésité. Donc soit 25% des enfants, 60% des adultes, ils sont en surpoids en Grande-Bretagne. Et donc là, comment est-ce que les supermarchés peuvent justement adresser cette situation? Et bien entendu, c'est tous les enjeux liés au packaging et plastique. Donc là, j'ai mis un petit peu les enjeux clés avec des chiffres clés qui ne concernent pas uniquement, comme j'ai dit, le secteur ou encore l'entreprise, mais toute la société. Et vous avez en bas des exemples d'engagement. Donc des exemples d'engagement, c'est pour dire qu'en quoi, à chaque fois, il faudrait, donc dans la démarche de responsabilité, rendre compte et donc s'engager. Donc cet engagement, c'est pas toujours qualitatif, mais également, il doit être supporté par des engagements chiffrés. Donc, en matière, par exemple, d'engagement sur la partie gaspillage alimentaire, c'est 100% des magasins qui peuvent avoir des partenaires pour le don de nourriture. C'est faire, par exemple, pour l'alimentation saine, avoir un pourcentage du chiffre d'affaires qui va être issu des produits, entre guillemets, dits sains. Ou encore, en termes de packaging, c'est une réduction. Donc ça, c'est un objectif de réduction par rapport à une année de référence. Donc, au fait, c'est cela ce que je voulais partager avec vous. Donc, c'est ces enjeux-là qui peuvent des fois aller au-delà, je dirais, de la sphère d'activité je veux dire, du secteur ou encore de l'entreprise. Et c'est là où un peu la crise, donc cette épidémie actuelle, elle nous montre que des entreprises qui ne sont pas forcément dans le secteur pharmaceutique auquel on pourrait penser, mais c'est toutes les entreprises qui peuvent s'engager pour apporter une solution à une problématique donnée. Et à mon sens, donc, une des premières responsabilités RSE, c'est justement la révision de la performance. Ça, on pourrait voir éventuellement par la suite pour comment est-ce qu'on pourrait concevoir et mettre en place des indicateurs chiffrés pour pouvoir suivre l'ensemble des engagements que pourrait porter une entreprise à travers ses chartes ou encore ses politiques RSE. Voilà. Merci Leïla. C'est vrai que dans une démarche RSE, on peut pas se limiter à des déclarations d'intention. On est obligé d'être crédible, de mettre en œuvre des actions et de mettre en œuvre aussi des indicateurs et communiquer sur les résultats et communiquer sur l'impact. J'aime bien le terme impact qui est aujourd'hui très utilisé et qui est effectivement le fondement de toute démarche. Et donc vraiment communiquer, montrer quel est l'impact de mes actions sur mes parties prenantes, sur la société en général. Je vais passer maintenant à la deuxième partie de la série des questions et je reviens un peu à Zineb, donc un peu dans le même ordre du débat de tout à l'heure. Zineb, aujourd'hui, tu parlais tout à l'heure des entreprises, des centaines d'entreprises où tu as eu la chance de faire des évaluations. Qu'est-ce qui se transforme dans une entreprise qui met en œuvre une démarche RSE? Qu'est-ce qui change dans sa façon de fonctionner? Est-ce que tu peux nous donner 2-3 choses qui changent lorsqu'on met une démarche RSE, que ce soit au niveau du fonctionnement de l'entreprise, que ce soit au niveau de son pilotage, que ce soit au niveau de l'engagement de son personnel, etc. Qu'est-ce que tu as observé entre deux évaluations, par exemple, dans une même entreprise? Quel changement tu as pu observer aujourd'hui? Très bien. Alors, pour répondre à ta question, Omar, il y a plusieurs exemples, mais si je à me limiter à trois bonnes pratiques ou 2-3 exemples, le premier qui me vient à l'esprit, top of mind, c'est bien sûr la culture de l'entreprise qui change après
après le passage d'une évaluation ou d'un accompagnement pour la mise en place d'une démarche RSE. Alors, quand on compare avant et après, vraiment, nous sommes des fois agréablement surpris par cet esprit que l'entreprise a depuis la mise en place de la démarche. Moi, j'ai eu de très bons exemples que ce soit des responsables RSE, des responsables RH, des responsables QSE, même des responsables financiers, achats, et j'en passe, tous les sujets qui sont couverts par la RSE, qui me disent, Zineb, vous savez, depuis votre passage, on était content parce qu'on a mis ça et ça et ça. Un exemple tout bête, par exemple, les achats, me disent, moi, j'ai pris la RSE dans mes mains et j'ai vérifié auprès de mes fournisseurs, est-ce que effectivement, ne serait-ce que les fournisseurs de main d'œuvre, tels que les prestations classiques, nettoyage, gardiennage, ça c'est vraiment le b.a.-ba. Je me suis assurée que ces femmes de ménage qui sont avec nous toute la journée, qui veillent à notre hygiène, est-ce qu'ils sont déclarés, ne serait-ce qu'au minimum. Une fois dans une grande entreprise marocaine, j'ai eu le directeur général, après présentation des résultats, qui me dit, mais ce n'est pas possible. C'est pas possible que mes femmes de ménage que j'ai sous-traitées ne bénéficient pas du minimum réglementaire. Et quand je suis repassée 1 an et demi plus tard, et j'ai rencontré ce même directeur général, il était tout content de me dire, vous savez, madame, grâce à vous, les femmes de ménage viennent contentes et se disent que, effectivement, nous, cette démarche, ça, je parle d'un impact très mineur, mais du point de vue de ces personnes-là, c'est un impact majeur par rapport à ces catégories qui est assez vulnérable. Un autre exemple, au-delà donc le premier, c'était plus la culture d'entreprise. Le deuxième aspect que j'ai vraiment apprécié lors de mes passages dans les entreprises, c'est plus de rigueur dans le suivi des actions. Avant, ils me disaient, on faisait de la RSE. C'est comme on dit, toute entreprise fait la RSE, comme M. Jourdain qui fait la prose sans savoir qui fait la prose. Donc, on faisait des actions, mais on n'était pas aussi rigoureux dans le suivi de l'action de A à Z. Par exemple, une action très simple, on a fait une collecte de denrées alimentaires ou une collecte de vêtements auprès de nos collaborateurs. Par la suite, on les a distribués, on les a donnés à une association du quartier, une association dans un village lointain, etc. Ça, c'était avant. Mais après le passage de cet audit ou évaluation ou accompagnement, ils se disaient, on ne se limite plus à donner ces denrées alimentaires à ces associations, mais on va nous-mêmes, donc nous, collaborateurs de cette entreprise X, on va nous-mêmes, avec cette association, auprès de ces familles nécessiteuses, pour voir leur sourire lorsqu'on leur donne ces denrées alimentaires ou lorsqu'on leur donne ces vêtements-là. Donc vraiment, lorsque vous voyez ça, vous regardez des personnes qui sont fières de dire qu'effectivement, l'impact de cette démarche RSE ou l'impact de la mise en place nous a donné plus de rigueur. C'est comme si on pense effectivement, il y a l'engagement, il y a le budget, il y a l'action qui a été mise en place, mais on ne se posait pas la question avant. Est-ce que l'action allait jusqu'au bout pour s'assurer, et voir le revers de la médaille? Est-ce que l'action a été bien mise en place et qu'on s'assure qu'effectivement que l'action de bout en bout, on l'a bien déployée. Un troisième exemple d'impact et avant et après la démarche, c'est que les collaborateurs qui sont en charge de ces sujets, donc vous savez, la RSE, c'est les clients, c'est les fournisseurs, c'est les ressources humaines, c'est la gouvernance, c'est l'environnement. Là, avant et après, j'ai eu des témoignages d'entreprises qui me disaient, vous savez, madame, après votre passage, on ne s'est pas uniquement limité à vos propositions de plan d'action, on s'est limité uniquement à vos recommandations. Mais nous, on a fait part de brainstorming, on a proposé des actions nous-mêmes. Et vous savez, on a fait ça. Et on était fiers d'aller au-delà de ce que vous nous avez demandé. Je leur ai dit, c'est exactement l'état d'esprit de la RSE. C'est que moi, je vous donne des exemples de bonnes pratiques que j'ai vues par ici, par là. Mais chaque entreprise, sa démarche RSE, elle est vraiment customisée. Elle est vraiment sur mesure par rapport à ses impacts, par rapport à sa taille, par rapport à son secteur d'activité. Une entreprise qui est présente dans une ville où elle est l'entreprise de référence n'est pas la même que si elle est présente dans une autre ville, etc. Donc, c'est à vous de trouver le meilleure action qui ont un impact par rapport à la partie prenante que vous visez ou aux parties prenantes que vous visez par rapport à votre action. Voilà. Merci Zineb. Youssef Chaoui me fait remarquer que le chat il est désactivé. Je pense que pour les personnes qui veulent poser en tout cas converser, ils peuvent activer le chat parce que j'ai reçu un message de lui, donc en principe
tout le monde pourrait envoyer des messages dans le chat. Donc juste vérifiez s'il vous plaît. Comme ça, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat directement. Donc je pose un peu la même question à Hassan. Hassan Oudali, aujourd'hui Tangemed, avec tout l'impact sur le territoire et même sur le Maroc en globalité. Vous avez mis une démarche RSE de façon, on va dire, non volontaire et structurée au début, mais structurée aujourd'hui avec le reporting le reporting qu'il faut, etc. Est-ce que aujourd'hui, vous pouvez partager avec nous quelques points forts de votre démarche RSE aujourd'hui? Qu'est-ce que ça a apporté à votre organisation, que ce soit sur le plan managérial, opérationnel, stratégique, relation avec le territoire, avec les parties prenantes? Quelques points forts. Un point fort, bon pratique. Déjà on voit l'impact de la mise en place d'une démarche comme ça RSE. On la voit sur le fonctionnement opérationnel de l'entreprise, les différentes entités de l'entreprise. On la voit aussi sur, bien sûr, la préservation de l'environnement, ce qu'on pense environnement, mais c'est surtout l'impact qu'elle fait, qu'on observe nous, après des années de pratique et d'actions orientées RSE, que ce soit sur les trois volets économiques, social, sociétal et environnemental, c'est après ces années d'action. C'est-à-dire, c'est ce feedback qu'on perçoit après sur les parties prenantes. Déjà, le fait de lister l'ensemble des parties prenantes, identifier, les consulter, identifier leurs besoins, essayer de répondre à leurs besoins, c'est-à-dire le maximum possible. Et après des années, on évalue les actions réalisées. On évalue et on essaie d'évaluer l'impact de nos actions par rapport à nos parties prenantes. Je prendrai l'exemple, par exemple, des actions réalisées par la Fondation Tangemed. La Fondation Tangemed exerce, elle a un plan d'action qui est axé, qui se fait sur 4 axes: l'éducation, la santé, le socio-culturel et bien sûr le mécénat. Comme par exemple la fondation, si on évalue ces actions réalisées depuis des années sur le territoire, et je précise bien le territoire, la partie qui juxtapose le port, le complexe portuaire. C'est bien sûr, c'est un monde rural. Et bien sûr, les filles, les enfants, c'est-à-dire sur le volet éducation, c'était très difficile pour eux. C'est des gens qui habitent des douars éparpillés dans les montagnes. C'est très difficile d'accéder les écoles d'Iran, l'éducation, l'enseignement d'Iran. Et puis, il y a eu l'arrivée des Tangemed, les actions qu'elle a pu réaliser, comme par exemple la réhabilitation des écoles, assurer le transport scolaire pour des milliers d'enfants pour aller à leur école, se déplacer de leur droit vers l'école où ils sont, que ce soit sur les 3 niveaux, primaire, collège et lycée. La construction, la mise en place d'internats pour les filles qui veulent continuer leurs études, aller au collège et puis au lycée. Un ensemble d'actions, que ce soit le transport scolaire, comme j'ai dit, la réhabilitation des cours de soutien, financement de quelques établissements, les rénovations, construction et mise en place de routes, de pistes pour faciliter le déplacement des enfants et des véhicules, le transport scolaire. En fait, toutes ces actions-là, le fruit d'Iran, comme par exemple, il y a moins de 10 ans, une fille ne dépassait pas, par exemple, le niveau primaire pour les étudiants là. Aujourd'hui, les filles arrivent jusqu'au lycée et poursuivent leurs études après le lycée. Et au lycée, c'est-à-dire il y a un prix que donne la Fondation, un prix d'excellence pour les meilleurs bacheliers, par exemple. On a les meilleurs bacheliers sont des filles. La majorité des meilleurs bacheliers aujourd'hui sont des filles.
Et bien sûr, on peut parler des autres actions, des autres interventions sur le volet de la santé et autres. Ça, pour ce qui concerne la fondation, comme j'ai dit, l'impact de la RSE, on le voit aussi sur le fonctionnement opérationnel. On voit la performance qui augmente. C'est-à-dire son impact est positif sur la performance de l'entreprise. Concrètement, aujourd'hui, comme indicateur, si Hassan, aujourd'hui, il y a une question d'ailleurs dans le chat par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on pourrait mesurer dans une démarche RSE? On peut mesurer, par exemple... Par exemple, chez Tangemed, qu'est-ce que vous mesurez aujourd'hui? Quels sont les indicateurs? Des exemples d'indicateurs, parce que j'imagine que c'est une batterie. Il y a un ensemble. Je commencerai par la satisfaction des clients. Il y a une enquête qui est réalisée. On a les retours des gens. On recense avec l'ensemble des remarques dialogues. Puis on tient une réunion. On invite à des parties prenantes. On discute des solutions possibles. C'est-à-dire on les discute ensemble, on les réalise. On voit la réaction de ces gens-là, une réaction positive de voir une autorité, c'est l'autorité portuaire par exemple, qui est là, qui accepte les critiques et qui agit dans leur intérêt et qui essaie de faire le mieux pour les satisfaire. À part cette mesure de la satisfaction des clients, on mesure notre impact sur l'environnement, des mesures de la qualité de l'air, des eaux sanitaires traitées, les eaux de bassin, le fond marin, les sédiments aussi, on les mesure. Quoi d'autre? Il y a un tas. L'eau potable là-bas. On mesure aussi l'impact des actions de la Fondation sur le nombre de populations qui en bénéficient, quand par exemple, si on a quelques actions sur la population, c'est lorsqu'on raccorde quelques douars avec de l'eau potable, comme j'ai dit, pour le transport des enfants d'Yalom. Qu'est-ce qu'on mesure? Il faut penser, je dois penser tout le plan d'action qu'on réalise, qui touche plusieurs domaines. D'accord, très bien. Merci, c'est Hassan. Soukaina, par exemple, Soukaina, dans une association, parce que la Chambre de commerce c'est une association, c'est typiquement un très bon exemple, puisque on n'est pas dans une entreprise où il y a une recherche de profit, hein, c'est une association qui met en place une démarche. Qu'est-ce qu'on pourrait mesurer, par exemple, dans une association où là, déjà avant la mesure, quelles sont les bonnes pratiques aujourd'hui qui ont changé au niveau de la Chambre après la mise en place de la démarche? Est-ce que vous pouvez nous donner 2-3 bonnes pratiques aujourd'hui? Alors en fait, comme je vous ai dit, la RSE a été intégrée dans nos différentes activités. Et bien sûr, en fait, c'est après avoir mené une écoute auprès de nos parties prenantes pour effectivement définir les enjeux et par la suite mettre des plans d'action. Alors après, par la suite, nous nous sommes engagés dans de nombreuses actions, bien sûr, qui ont été traduites sous forme de 4 orientations. Donc, le premier, c'était avoir une gouvernance exemplaire. Donc, on a mis, la Chambre, elle a mis en place des documents de référence tels que le respect de la loi et de l'éthique, qui ont été traduits dans une charte d'administrateurs et aussi le code éthique professionnel des collaborateurs. Et en parallèle, en fait, un dispositif d'alerte a été mis en place. Alors, toute personne étant témoin d'un fait contraire à l'éthique peut le signaler. Donc, ça, c'était d'un côté. D'autre côté, pour en fait, le deuxième point, d'ailleurs, on va parler sur les indicateurs, c'était l'engagement de la CFCM sur la loyauté et la responsabilité dans la relation client et la pratique. Donc, en fait, ce qu'on était en train de faire, c'est de mener des enquêtes de satisfaction qui ont été en fait régulièrement menées auprès des adhérents. Et là, en fait, on a mis en place aussi un indicateur de mesure de satisfaction. Et aussi, il y avait d'autres indicateurs, par exemple, tout ce qui est le nombre de créations des entreprises de chaque année. Et voilà, en fait,
c'était comme ça. Et après, on a eu aussi, on est en train de mener aujourd'hui un autre projet, c'est en fait la mise en conformité à la loi 0908 GPD, et en fait qui incite en fait ces deux lois qui incitent les entreprises à protéger leurs données et à caractère personnel. Et je pense que ça fait partie aussi des droits fondamentaux. Et donc aussi ça s'inscrit dans une démarche éthique. Alors, troisième point, c'était en fait les actions pour la communauté et le développement économique. Donc, on a aussi en fait à travers le cluster de la CFCM, alors on a contribué à booster l'écosystème des startups et de l'entrepreneuriat au Maroc, en fait pour les aider à avoir accès au réseau CFCM et bien sûr mettre à leur disposition un espace dédié aux startups dans les locaux de la CFCM. Aussi, nous avons mis en fait pour tout ce qui est développement économique, en fait, c'est des actions qui sont basiques, c'est-à-dire en fait, nous avons mis quelques actions afin de réduire nos consommation en énergie, en eau et en papier. Ça aussi, en fait, on a mis des indicateurs par rapport à ça. Donc, par exemple, en fait, je vais citer quelques exemples. Pour les ampoules, les éclairages ont été remplacés par des installations à basse consommation. Aussi, pour les robinets, quelques robinets ont été remplacés par des robinets automatiques, qui permettent de réaliser d'importantes économies d'eau. Et aussi pour le parc informatique, nous avons privilégié en fait des appareils offrant en fait des meilleures performances énergétiques qui disposaient en fait du label Energy Star. Aussi, pour le développement économique, on a mis un dispositif de gestion des déchets et des solutions de tri. Et en fait, aussi, en fait, on a mis en place un indicateur de mesure par rapport au taux de papier et de recyclage. Voilà. D'accord. Et en termes d'indicateurs, qu'est-ce que vous mesurez comme indicateur globalement? On a plusieurs indicateurs, comme je vous ai dit, en fait. On a le taux de moyenne. Pardon? Oui, allez-y, vas-y. Alors, en fait, on avait tout ce qui est développement pour tout ce qui est satisfaction, pardon, tout ce qui est satisfaction des parties prenantes. Donc, on mesurait le taux de satisfaction. Il y avait aussi tout ce qui est consommation d'eau et de papier. Voilà. D'accord. D'accord, très bien. Et donc effectivement, sur plusieurs plans, on va dire sur un plan de gouvernance, sur un plan de protection de l'environnement, sur un plan éventuellement de développement des ressources humaines, une démarche RSE effectivement permet à l'entreprise quand même de revoir ses modalités de fonctionnement, de revoir sa façon de travailler, de mobiliser ses collaborateurs, de ses relations avec ses parties prenantes, notamment les fournisseurs, les clients. Hein. On a parlé d'enquête de satisfaction, on a parlé aussi de chartes, etc., de réclamation, de traitement de réclamation et de chartes. Donc autant de bonnes pratiques aujourd'hui qui permettent quand même à une entreprise d'avoir une très grande valeur ajoutée suite à la mise en œuvre de sa démarche RSE. Je reviens aussi à Leïla Tassoun. Je reviens au cas de Managem par exemple, qui est toujours très 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 souvent, on va dire très très souvent cité, que ce soit dans les conférences sur la RSE au Maroc, que ce soit même dans la littérature. Hein, il y a beaucoup d'articles qui mentionnent Managem comme un exemple de mise en œuvre de la démarche. Quels sont les avantages de la mise en œuvre de la démarche au niveau de Managem? Quelles sont les bonnes pratiques qui se sont cumulées parce que vous avez quand même plusieurs années d'expérience et en tout cas de pratique de la responsabilité sociale? Oui. Alors, effectivement, donc disons que Managem était effectivement pionnière dans le domaine, et donc ça, je remercie aussi tous ceux qui étaient avant moi sur ces sujets. Et donc ça remonte à bien longtemps, bien avant 2008, je dirais. Alors en termes d'impact, je dirais au fait ces 3 points. Hein.
c'est déjà le caractère holistique de la démarche. Donc, quand on est RSE, ça permet de casser les silos. Donc, il n'y a plus de les achats, les RH, les opérationnels. Tout ce petit monde, ils font un sur la partie RSE parce que l'ensemble des sujets, ils sont intégrés. Avant les achats, par exemple, ce qui, en termes de performance, c'était la triptyque un petit peu je veux dire qualité et puis délai. Donc c'est ça la triptyque que l'on connaît sur la partie achat. Maintenant, en fait, des critères, c'est comment intégrer des critères, je veux dire, environnementaux, sociaux dans le processus d'achat. C'est-à-dire que aussi, comment est-ce qu'on pourrait aider éventuellement un jeune sous-traitant? Comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que ces achats-là puissent avoir un impact sur la partie locale? Donc, c'est ça, c'est ce qui permet un petit peu de faire la RSE, c'est ce caractère holistique de la démarche. Le deuxième point, je dirais, c'est, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est tout ce qui est reporting. Donc, moi, j'appellerais ça une reddition. Donc, avant, c'était le marché financier. Donc, le reporting, donc via le rapport annuel, se fait au niveau des marchés financiers. Maintenant, en fait, vous avez un rapport de développement durable à l'intention des parties prenantes. Donc maintenant, la reddition, elle ne concerne plus la partie financière, mais également la partie extra-financière pour se dire, voilà, la valeur partagée, la valeur créée avec les différents partenaires. Et, je dirais, et in fine, c'est l'innovation. Parce que quand on parle de RSE, c'est pouvoir faire de l'amélioration continue, c'est toujours faire mieux. Donc, c'est des exemples qui ont été dits par mes collègues, de Tangemed, ou encore par Zineb qui est bien voulu partager son expérience avec les différentes entreprises. Donc, au fait, c'est le caractère innovateur. Donc, comment est-ce qu'on pourrait toujours faire mieux? Et donc, c'est ça ce que permet un petit peu d'apporter la RSE au sein de l'entreprise et notamment aussi au sein de management. Merci Léla. Il y a une question pour toi qui a été posée par un participant. Oui. Comme vous avez une expérience un peu longue, on va dire par rapport à plusieurs entreprises au Maroc en matière de RSE, c'est comment aujourd'hui on peut réduire les doutes, dissiper les doutes et comment réduire aussi le scepticisme de la part des collaborateurs face à la démarche et les faire adhérer. Il me semble qu'il y a un collègue avant moi qui avait parlé, je pense, Tangemed, sur l'intégration au fait et le fait de faire adhérer. Donc, des fois, donc la RSE, c'est pas toujours un long fleuve assez fluide et calme. Tout l'enjeu, c'est de faire adhérer. Et donc, bien entendu, des fois, il y a du scepticisme parce que c'est tout à fait normal. Des fois, vous avez des passionnés qui sont impatients. Donc, on veut faire une démarche maintenant, tout de suite, et ça prend du temps. Et donc, le temps, des fois, malheureusement, à certaines personnes, elles doutent de la démarche parce que ça tarde. D'autres qui ne voient pas les résultats escomptés par rapport aux ambitions. Des fois, au tout début, on fixe des objectifs, on se fixe un engagement qui se matérialise par des objectifs chiffrés. Et puis, on s'avère qu'au fait, l'objectif, il était assez ambitieux et donc il n'est pas atteint. Donc là, ça fait que des personnes puissent douter. Et tout l'enjeu, je dirais, et des équipes RSE et notamment aussi des équipes opérationnelles et RH, c'est de faire adhérer en permanence les collaborateurs et les faire fédérer sur les sujets RSE et qui vont au-delà, je veux dire, du quotidien. Donc, il y a le quotidien à faire vivre, donc c'est le jour, mais également cette stratégie, cette vision moyen-long terme pour se dire, voilà, un objectif qui doit être atteint, donc à tel horizon, et surtout de se donner les moyens. Donc avant, bien entendu, il y a des objectifs assez ambitieux qui sont sur lesquels on pourrait s'engager. Et puis il s'avère que, au fait, comme j'ai dit tout à l'heure, donc il y a des impatients, des impatients par rapport à cela. Et donc il faudrait faire en sorte que ces objectifs puissent avoir des petits relais, je veux dire un moyen et surtout le court terme, c'est-à-dire pour pouvoir déguster un petit peu des petites victoires, des petites réalisations sur un plan d'action, sur une feuille de route qui peut, elle, prendre plusieurs années, de 3 à 5 ans des fois. D'accord, merci beaucoup. Je voudrais ajouter très rapidement sur ce qu'a dit Madame à l'instant. Effectivement. Hassan, je te rajoute aussi une question, comme ça tu réponds aux deux. Comment on peut développer la RSE chez les TPME? Vous êtes Tangemed, vous faites recours vous avez beaucoup d'opérateurs qui travaillent avec beaucoup de petites entreprises, de PME, sur la région, le Nord, etc.
comment on peut pousser aussi ces entreprises à adhérer, les aider à adhérer à la RSE? Ah, donc tu réponds aux deux, tu. Voilà, la deuxième, ça y est, fermé. Ben, la première, déjà pour les collaborateurs, effectivement, il faut les impliquer. Comment on les implique? On les fait participer les actions, les projets RSE, orientés RSE, qui en quelque sorte, font partie de leur quotidien, de leur action opérationnelle. Avoir le souffle et ne pas attendre de réactions positives d'eux, c'est-à-dire dans les médias, comme on a dit, la RSE, c'est une culture, c'est un état d'esprit. Ça prend le temps que ça prend pour que tout le monde y adhère. Et c'est surtout aussi lorsqu'on réalise des actions en faveur de nos collaborateurs, lorsqu'ils touchent vraiment avec l'intérêt, lorsqu'ils voient que l'entreprise pense à eux, que leur quotidien, leur comment dire, les bureaux, leurs chaises, lorsqu'on pense à leur posture, à leur bien-être la journée, là on les voit s'intéresser et des fois, Romain, ils se proposent pour porter des actions de la RSE au sein de l'entreprise. C'est comme ça que ça marche. Les TPME, comment les aider à mettre en place une démarche, ou là, comment les accompagner, ou là, la question... Comment les aider à adhérer? Ils n'ont pas les moyens d'une démarche, mais comment les aider à adhérer, à faire le minimum? Comme par exemple le groupe Congemet. Le groupe Congemet, il avait déjà commencé à faire ça, c'est-à-dire la première entité dans le groupe Congemet à avoir fait ça, c'est justement la fondation, lorsqu'elle a pensé à accompagner les petites associations, les devoirs qui juxtaposent les sites de Tongemed, le port et les zones d'activité, en les accompagnant en les accompagnant, c'est-à-dire à mettre un business, à mettre leur business et les aider comment commercialiser, comment autonomiser la femme, c'est surtout beaucoup plus des femmes à Otianilado. Bien sûr, il y a eu l'accompagnement de quelques jeunes. On les avait accompagnés à mettre en place leur start-up et ils opèrent sur des secteurs comme tout ce qui relève de la maintenance et ainsi de suite. C'est des jeunes, les adolescents très tôt, et puis on les accompagne. Bien sûr, le groupe dédie un petit pourcentage les commandes ce genre d'entité. Donc, on faisait ça, comme on a dit, pour la communauté, d'une façon très minime pour des startups. Donc, j'ai mis de la pensée à mettre dans ce cadre-là, à mettre en place, c'est-à-dire à structurer, à organiser ce volet-là, c'est-à-dire l'accompagnement, l'incubation, penser à cet aspect, c'est-à-dire l'accompagnement des startups et structurer ça dans une démarche. Et comment on peut accompagner des TPME différents secteurs sur deux volets. Le premier, c'est-à-dire on pense à accompagner des startups sur le volet de l'innovation, tout ce qui relève de l'activité de le groupe, logistique, transport, technologique, ça d'un côté, mais aussi accompagner des startups, voire même construire des espaces de coworking pour ces startups-là, qui vont opérer à d'autres secteurs qui ne sont pas vraiment liés à tout ce qui est technologique, innovation, les domaines pointus, mais penser à l'innovation dans l'exemple, il y a quelques coopératives qui travaillent sur la région, le fromage de la région, c'est comment les accompagner avec leur structure et utiliser des moyens et des outils plus innovants dans le domaine. Mais aussi à obtenir des startups qui vont opérer des métiers qui intéressent, qui peuvent intéresser des secteurs ou les domaines d'activité dès le groupe Tongemet. Et comme j'ai dit, dédié le pourcentage obligatoire, un minimum de bons de commande qui seront passés, c'est-à-dire
هاد la catégorie هادو هما اللي كيسخون consultés. Est-ce que vous avez une démarche achat responsable? Oui, en fait, il n'y a pas longtemps qu'on vient de la mettre et justement, ça va aussi dans ce cadre-là. Ça complète un petit peu le travail qui est entamé. Mais c'est achat responsable. D'accord. Merci beaucoup, Si Hassan. Soukaina, je voulais te poser une question qui a été posée par un participant. Comme tu as parlé tout à l'heure de charte et de code d'éthique, l'annonceur d'alerte, ce qu'on appelle whistleblower en anglais, celui qui dénonce ceux qui se comportent pas de façon éthique, il doit normalement être rattaché à quel service, ou là il doit être, c'est quelle entité qui devrait s'occuper de ça? Chez vous, par exemple, vous avez comment vous avez organisé cette fonction? Alors à l'époque, à la chambre, c'était la qualité qui portait cette fonction. Mais aujourd'hui, on est en train de faire, on est en phase de transition et réorganisation. Donc, ce que nous avons fait, c'est qu'on a nommé un déontologue en interne qui porte en fait le projet éthique. Pardon. Donc, c'est une personne généralement indépendante, c'est ça, le déontologue, elle est exactement. Elle rentre pas. En fait, voilà, elle n'exerce pas d'autres tâches à part la déontologie. D'accord, très bien. Donc c'est généralement une fonction indépendante qui reporte au plus haut sommet de l'organisation de l'entreprise. Tout à fait. Là, il y a un autre modèle, c'est que le collaborateur reporte ça à son supérieur hiérarchique qui, lui, se charge de transmettre ça au top management aussi. Ouais. L'implication de tous. Mais là, je pense qu'il y a un conflit d'intérêts. Non, pas forcément. Pas forcément. C'est dans un esprit d'ouverture. Non, pas forcément. C'est vrai que ouais, il va pas dénoncer sa direction sur tel ou tel. Non, mais ça peut être l'alerte en fait en elle-même contre le manager. Donc c'est ça. Et là, la fonction DRH, vous avez raison. Là, il s'oriente vers le directeur DRH. Oui. D'accord. Alors, une question, je ne sais pas qui pourra répondre. Peut-être, je ne sais pas, Zineb, peut-être toi, comme tu as vu beaucoup d'entreprises, etc. Il y a une question qui dit que les jeunes aujourd'hui, ils veulent s'orienter vers les métiers de la RSE, du développement durable, etc. Sauf que finalement, sur le marché, il n'y a pas beaucoup d'opportunités d'emploi. Et donc, ça décourage un peu finalement l'engagement dans ces sujets de responsabilité sociale. Effectivement, on voit de moins en moins, si je peux me dire rarement, des offres d'entreprises pour un responsable RSE. D'après les entreprises que j'ai vues, principalement, je dirais 80% des responsables RSE sont promus en interne. La logique derrière cette décision de promotion et de voir une ressource en interne, c'est pour dire que nous avons des personnes qui connaissent nos métiers, qui ont fait un passage ou plusieurs passages dans plusieurs fonctions, ils connaissent mieux nos contraintes, nos opportunités, nos risques, etc. Et se disent, cette personne-là pourra mieux porter un sujet qui est aussi transverse, un sujet qui couvre autant de sujets et surtout qui aura cette latitude et ce réflexe d'adapter toujours la démarche par rapport à la RSE. Déjà, en matière de portage de la RSE, il y a plusieurs choses. Des fois, vous avez la RSE qui est portée par la direction de ressources humaines, RH. Des fois, vous avez la RSE qui est portée par la direction ou le département. Des fois, vous avez la RSE qui est portée par la communication. Des fois, vous avez la RSE qui peut être directement un responsable RSE, rattaché directement au directeur général. Donc, plusieurs cas d'entreprise. Et selon la nature de l'activité, selon l'historique, selon déjà l'entreprise, comment elle voit la RSE. J'ai vu des cas d'entreprise, pour eux, la RSE, c'est que du sociétal ou des actions pour la communauté, etc. Et principalement pour ce cas des entreprises, on voit que la RSE, elle est rattachée plus à la com. Je cite l'exemple de Inouï comme étant un opérateur télécom. Inouï, il a un vaste programme RSE qui est principalement axé sur son métier, sur comment réduire la fracture numérique, etc. Ils ont tout un département RSE au sein de la communication dans lequel ils ont hébergé leurs principaux projets RSE. Et quand ils parlent, eux, de leurs projets RSE, ils n'ont pas
dans ce département inclut les 7 sujets qui sont couverts par la RSE, mais ils sont uniquement concentrés sur le sociétal. Par exemple, ils ont inclus par exemple le projet d'Elidic qu'on voit tous dans la télé, dans les affiches. C'est comment inculquer l'aspect associatif chez les jeunes à travers les associations, etc. Il y a un autre projet qui s'appelle e-Madrasati qui vise à digitaliser les écoles publiques avec le ministère de l'Éducation nationale. Mais ça n'empêche au moins que les autres aspects de la RSE ne sont pas couverts. Donc déjà, il faut voir que comment chaque entreprise voit la RSE et la place. Est-ce que c'est de les ressources humaines? Est-ce que plus pour eux c'est de la QSE? Est-ce que plus c'est la com? Il y a un autre exemple, par exemple la BMCE, l'équipe BMCE de l'équipe RSE qui est composée d'une dizaine de personnes. Elle est rattachée à une direction qui est totalement indépendante du métier, qui est la direction gouvernance. Pour eux, la RSE est aussi un sujet de gouvernance qui couvre tous les départements de l'entreprise pour qu'il ne soit pas ce conflit d'intérêts et dire qu'effectivement la RSE peut chapeauter tous les sujets qui sont couverts par les autres départements. Je reviens à la question directement pour répondre. Moi, personnellement, j'avais fait ce constat que de moins en moins on a d'offres RSE. Les offres RSE que vous allez voir, c'est principalement un auditeur social qui est plus axé sur les audits, ce qu'on appelle les audits seconde partie. Ce sont les audits qui sont demandés par les clients à leurs donneurs d'ordre, à leurs fournisseurs, et principalement ces clients, ce sont soit de filiales de multinationales type Unilever et P&G, etc., ou de donneurs d'ordre étrangers auxquels les entreprises exportent, telles que par exemple les agrumes ou le textile ou autres. Donc c'est pour ça qu'on a de moins en moins d'offres RSE. Est-ce que moi personnellement je regrette et je déplore. Mais j'espère que d'ici le futur cet état d'esprit change et on porte la RSE comme un métier à part et comme on a vécu avec les ressources humaines. Les ressources humaines jusqu'aux années fin 90, les ressources humaines étaient toujours rattachées à la direction financière. On avait le directeur administratif financier qui hébergeait toujours les ressources humaines. Mais on voit de plus en plus les ressources humaines qui sortent. Là, on voit plus des directions capital humain. Donc, on espère que cet état d'esprit passe aussi à la RSE. Mais merci Zineb, je profite que tu as encore la parole pour te poser une question posée par un participant. Est-ce qu'il y a des exemples d'entreprises qui ont gagné de l'argent avec la RSE? C'est-à-dire, ils ont investi, etc. Est-ce qu'ils ont eu un retour d'investissement? Oui, c'est clair qu'il y a des retours sur investissement. Moi, par exemple, dans un exemple que j'ai personnellement audité, c'était l'exemple de Wafa Salaf. Wafa Salaf, quand on l'avait audité, ils se sont dit, OK, nous sommes dans le secteur financier. Comment peut-on intégrer la RSE dans notre business model? Donc, au-delà des actions pour nos ressources humaines, pour la communauté, pour la gouvernance, etc., nous, on veut aussi pour notre business model intégrer ces dimensions RSE. Et à travers, on a fait des ateliers, etc., et ils ont élaboré des offres pour leur clientèle avec un critère RSE, par exemple. Ils ont fait tous les crédits pour des produits qui ont un impact environnemental majeur auront un taux de crédit plus préférentiel que le même produit, mais qui n'a pas cet impact environnemental, par exemple. Un autre exemple, le cas de la BMC, toujours dans le secteur financier. Ils se disent, lorsque une entreprise veut contracter un prix, si dans le montage du projet qu'il veut financer, il y a une étude RSE, une étude environnementale qui démontre qu'il y a un impact social, un impact environnemental de ce projet, il y a des taux préférentiels qui sont appliqués. Et il y a des garanties qu'on demande de moins en moins. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de gain financier qu'on peut avoir comme étant une A participant has joined the meeting. Ah, il y a quelqu'un. Désolé. A participant has joined the meeting. A participant has joined the meeting. Ah, je sais pas qui y a. Zineb, tu peux. Oui, je t'entends. Il y a l'écho. Alors, attends. Vas-y, Zineb. Oui. Toujours le même problème.
A participant has left the meeting. A participant has left the meeting. Là, là, ça va marcher parce que c'est celui qui s'est connecté qui a. Université. Oui, alors très bien, merci Zineb. Effectivement, on peut avoir beaucoup de retours sur investissement même lorsqu'on s'engage dans la RSE, tout simplement parce que d'abord, il y a beaucoup de secteurs d'activité aujourd'hui, ce qu'on appelle les métiers du développement durable, dans lesquels on peut investir et on peut avoir plus de chiffres d'affaires, on peut avoir des marges beaucoup plus intéressantes, on peut avoir des financements aussi de la part de bailleurs de fonds, hein, notamment dans les énergies renouvelables, dans la gestion des déchets, notamment toutes les questions liées au genre, liées à la promotion des droits humains, etc. Aujourd'hui, il y a beaucoup de capitaux qui souhaitent justement accompagner les investisseurs et où les entreprises peuvent justement avoir un retour sur investissement intéressant. Il y a une question que je vais poser peut-être à Leïla. Leïla, si tu es toujours là, quelles sont les clés de réussite de la démarche RSE sur un plan environnemental? C'est-à-dire, si uniquement sur l'axe environnemental, c'est quoi les clés de réussite? Je sais qu'à Managem, vous avez mené beaucoup de projets environnementaux, de traitement de déchets, de recyclage, d'optimisation des ressources. Qu'est-ce qui peut faire, quelle est la clé de la réussite dans ce type de projet? Alors, merci de me donner la parole sur un sujet qui est si bien porté par mes chers collègues à Managem. Alors, pour pouvoir dire au fait les facteurs de réussite sur la partie environnementale, à mon sens, c'est comme tout autre projet, que ce soit sur la partie RH ou achat, à savoir, donc il faudrait qu'il y ait un engagement fort de la part du top management, des ressources, et quand on parle de ressources, c'est pas forcément des ressources financières, mais allouer l'expertise et les collaborateurs qu'il faut par rapport à cela, et je veux dire le suivi. Quand on parle de suivi, donc ça veut dire que il faut donc rappeler les engagements, faire en sorte que ça soit mis en œuvre, et puis faire la revue de progrès continu. Donc ça, c'est à fond. Après, bien entendu, il y a le surplus sur la partie environnementale, notamment, c'est vraiment avoir une fibre de protection de la nature. Donc quand on l'a, donc là, c'est le petit plus par rapport à d'autres sujets, comme je vais vous dire, sur la partie RH, il faudrait avoir la fibre humaine, et sur la partie environnementale, pour que ça réussisse, pour qu'il y ait une différence, par exemple, sur une performance donnée ou autre, c'est forcément la personne qui porte cela au niveau opérationnel qui fait la différence. D'accord, donc effectivement, c'est vraiment la partie portage du projet et puis les valeurs des gens qui portent le projet et l'engagement et dans le projet qui fait la différence. Et il n'y a pas nécessairement un aspect technique ou particulier qui fait qu'une telle entreprise va réussir mieux que l'autre. Au fait, sur la partie technique, bien entendu, il y a toujours la partie innovation, comme j'ai dit. Ouais. À ressources égales en termes financiers, à ressources, c'est-à-dire à problématiques égales, similaires, je dirais. Ce qui ferait la différence, c'est l'engagement de la personne qui va porter le sujet. Parce que sur des sujets particuliers, donc il faut vraiment avoir une longue haleine pour pouvoir aller sur la durée et être toujours présent et faire preuve d'innovation et d'amélioration continue sur la durée. Donc c'est ça ce qui fait, à mon sens, toujours c'est cette petite touche humaine qui fait la différence entre une entreprise et une autre, entre un projet et un autre, que ce soit environnement ou autre. Merci Leïla. Je veux juste répondre à une question rapidement pour vous poser une question finale. Une dernière question à tous. Je souhaiterais que vous répondiez tous à cette question parce que elle est assez transversale. Je voulais juste avant ça répondre à une question sur la 20 400 des achats responsables, pour dire qu'aujourd'hui, il y a quelques grosses entreprises, quelques grands groupes qui commencent à travailler sur des démarches structurées d'achat responsable. Et c'est quelque chose de très bien parce que ça permet de répondre à la question de tout à l'heure sur comment on peut tirer les TPME, comment on peut les aider à s'engager. Là, basiquement, dans une démarche d'achat responsable, selon la norme ISO 20 400, effectivement, on va d'abord chercher la conformité au niveau du processus achat, la conformité de nos processus de décision, la conformité de nos fournisseurs et de nos prestataires aussi par rapport au minimum requis par la réglementation. Je cite la conformité sociale, je cite la conformité légale aussi de leur structure en termes de minimum de gouvernance, etc. Mais aussi, au-delà, l'entreprise, grâce à une démarche, va accroître son niveau de vigilance pour détecter justement des situations où il pourrait
y avoir une atteinte à certains droits, où il peut y avoir un non-respect d'une législation, etc. Et au-delà d'être vigilant, justement, de fliquer ses fournisseurs, c'est surtout aussi d'identifier de façon proactive les risques, d'identifier les faiblesses et de travailler sur ces risques-là avec les fournisseurs pour les maîtriser, et aussi pour aider ces fournisseurs à y voir plus clair, à comprendre pourquoi ils doivent se comporter de telle et telle façon, et surtout de les préparer à travailler avec nous à très long terme. Donc c'est tout le mérite d'une démarche achat responsable sans cette norme-là. C'est tout récent, ce sujet au Maroc. Il y a que quelques entreprises qui ont vraiment des démarches structurées complètement comme le demande la norme. Il y a par contre beaucoup d'entreprises de donneurs d'ordre qui mettent en place le minimum, c'est-à-dire une charte achat responsable, des clauses dans les contrats sur le respect de la législation du travail au minimum, sur bien sûr la santé et sécurité au travail qui fait partie aussi de la législation de toutes les façons du travail. Il y a aujourd'hui un mouvement aussi dans ce sens-là. Je peux citer l'OCP, je peux aussi citer des grandes entreprises comme Cosumar, comme Managem, comme tous les cimentiers qui opèrent au niveau du Maroc. Aujourd'hui, je cite aussi Tangemed, qui ont une expérience dans ce domaine-là. Aujourd'hui, il y a pas mal d'entreprises qui ont déjà franchi ce premier pas, on va dire, de conformité minimum en termes d'achat. Et je suis sûr et certain, là encore, que c'est un sujet qui va encore se développer, qui va encore se cristalliser, parce que aujourd'hui, il est très difficile dans certains secteurs, et de la part de certains donneurs d'ordre, il est très difficile, en tout cas pour des parties prenantes, pour les médias, pour les gens qui observent de l'extérieur ces entreprises-là, de leurs clients, même de leurs consommateurs aujourd'hui, il est très difficile pour eux d'accepter qu'aujourd'hui on continue à avoir des situations de travail où on peut avoir du travail forcé, où là le travail des enfants, où là de la discrimination, etc. Ça commence, ça va se renforcer. Moi, je suis très très confiant que dans le futur, c'est des sujets sur lesquels on va plus beaucoup polémiquer parce qu'ils vont devenir tout simplement des sujets qui sont standards. Alors, la question que je voulais vous poser à tous, et qui en fait c'est deux questions posées par deux personnes qui se rejoignent. On a vu un élan de solidarité durant cette crise sanitaire et bientôt économique aussi. Comment on pourrait faire que nos entreprises après continuent à fonctionner de la même façon, c'est-à-dire à être toujours flexibles avec leurs salariés, notamment en leur permettant de faire du télétravail, de travailler main dans la main avec les partenaires pour trouver des solutions, à protéger, être bienveillant et protéger leurs salariés aussi, etc. Être plus résilient. À votre avis, donc je pose la question à Zineb, à Leïla, à Hassan et à Soukaina, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut pour maintenir cet élan après la crise? Pas facile comme question, mais je suis sûr que vous avez des idées. Alors, qui commence? Alors, je vais prendre la parole comme ça. Alors, à mon sens, je vais être assez concise et courte là-dessus. C'est juste le rappeler, faire un rappel de cette période. C'est-à-dire qu'au fait, il y a cette période donc, qui se caractérise justement par cet élan de solidarité, beaucoup de télétravail dans des départements, dans des directions où avant c'était un sujet pratiquement, je dirais entre guillemets, tabou. Non, on ne va pas faire du télétravail. Maintenant, tout le monde se met au télétravail, nécessité oblige. À mon sens, c'est juste faire un rappel. Et comme vous l'avez dit si bien, une partie des opportunités et travailler sur les faiblesses et les risques. Et donc, rappeler qu'à un moment donné, une pandémie, maintenant, ça va être au top, je dirais, des risques à gérer. Et donc, dans les plans de continuité d'activité, c'est intégrer cela, intégrer à la fois le plan d'activité opérationnel par le télétravail, notamment des collaborateurs, mais également par la solidarité pour répondre à, comme on l'a dit tout à l'heure, un enjeu sociétal majeur qui est le Covid ou autre, à travers donc des actions de solidarité. À mon sens, c'est de faire ce rappel de temps à autre. Merci Leïla. Hassan? En fait, sur ce sujet-là, les grandes structures, ils seront invités à y participer massivement. Déjà, qu'on va rentrer dans une récession, comme tous les pays du monde, on va surtout... Ce qu'on peut faire, c'est justement encourager des TPME, encourager cette initiative déjà lancée par le gouvernement pour l'auto-entrepreneuriat,
Et donc, les grandes structures-là peuvent jouer un rôle d'incubateur, d'accompagnateur dans ce sens-là. Penser aussi à la consommation énergétique, réduire un petit peu la facture énergétique, penser à ce volet d'innovation, bien sûr, travailler beaucoup sur ce volet-là. Et là aussi, on voit aussi le gouvernement qui s'est intéressé sur ce domaine de l'innovation dans la technologie, dans les différents domaines d'activité. Là aussi, les grandes structures devront travailler davantage dans ce sens, faire adhérer les universitaires, faire adhérer les chercheurs, participer des fonds de la recherche et du développement. Merci. Ça la contribution des Merci. Soukaina? Alors, en fait, effectivement, c'est une question qui est un peu difficile, mais je pense qu'il faut revoir, en fait, comment pérenniser l'économie tout en, effectivement, protégeant, en protégeant les personnels et aussi la population et l'environnement. Donc, je pense que ça va prendre en fait beaucoup de temps pour travailler là-dessus. Voilà, c'est ce que je pense. Merci Soukaina. Zineb? De mon point de vue, je pense que déjà, cette idée ou cette culture de télétravail, pour le cas du Maroc, c'était que des entreprises multinationales ou des entreprises qui avaient des accords qui pouvaient permettre à leurs collaborateurs du télétravail. Mais avec cette crise-là, il nous a vraiment permis d'initier la réflexion sur comment peut-on mettre en place ce télétravail, quel que soit le métier de l'entreprise. Bien sûr, hors secteur où ce n'est pas vraiment faisable. Et comme moi, je vois plusieurs secteurs d'activité qui ont pu mettre en place du télétravail, moi, j'invite ces dirigeants, ces top management à initier la réflexion sur cette expérience du Covid, ce confinement que nous avons tous vécu là un an et on ne sait pas est-ce que ça va être prolongé ou non. Comment en tirer du bénéfice? Moi, je dis un exemple, le cas de Marie-Laure de mon métier, qui est l'audit, le conseil. Avant, on n'envisageait pas du tout qu'un audit peut se faire à distance. Alors là, on s'est mis d'accord, il y a des plus de méthodes et de pratiques, comment faire des audits à distance avec un client tout en assurant l'impartialité. A participant has joined the meeting. Tu as sabotage. A participant has joined the meeting. J'arrive pas. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Mais il y a toujours le désagréable. Ouais, parce qu'il y a quelqu'un qui se... Toujours. Vas-y, Zineb. Alors, je disais que déjà, par exemple, vous avez cité l'exemple du télétravail. Le télétravail, on ne devrait pas le voir uniquement comme un nom qui est imposé toujours par le top management, mais c'est aussi une contrainte pour les collaborateurs. Par exemple, on a vécu, nous avons tous des enfants, nous avons tous des contraintes à la maison. Le télétravail, en soi, pour qu'il soit productif, nécessite des conditions. Donc, il faut en parallèle l'engagement du top management, l'engagement du collaborateur, pour que par la suite, après cette crise, comment peut-on tirer les meilleures leçons et comment le business model de l'aide peut survivre avec la même avec Vas-y, Zineb. avec la flexibilité. Donc, l'idée, moi personnellement, si j'avais un conseil à donner, une recommandation, une suggestion, c'est qu'Inch'Allah, après la fin de cette crise,
c'est initier un retour d'expérience. Donc, on a vécu un mois ou on ne s'étend jamais plus d'un mois. Durant ce mois-ci, quelles sont les leçons à tirer? Quelles sont les opportunités qu'on a eues? Quels sont les facteurs d'obstacles? Et comment peut-on, cette expérience, peut-on la généraliser auprès de collaborateurs qui souhaitent la mettre en place? À notre exemple, je dirais pour les centres d'appel, moi j'ai un client actuellement qui est centre d'appel. On n'envisageait pas du tout, jusqu'à un passé récent, centre d'appel qui pourrait appliquer le télétravail avec les contraintes de la confidentialité des données. Et par contre, A participant has left the meeting. A participant has left the meeting. Vas-y. Et pourtant, ce type d'entreprise qui est centre d'appel a réussi le challenge du télétravail avec des donneurs d'ordre étrangers, européens qui ont des standards de confidentialité des données, de sécurité de l'information, d'infrastructure assez élevés. Et pourtant, l'expérience, elle a réussi. Peut-être cette crise du Covid va nous ouvrir les yeux sur d'autres opportunités qu'à date d'aujourd'hui, on n'a pas vu qu'il y aurait un gain derrière. Très bien, merci beaucoup. Merci à tous. Je vous remercie pour le temps que vous avez consacré à cette webconférence. Donc le temps imparti arrive à la fin, 1h30. Donc au nom de l'Observatoire de la responsabilité sociale au Maroc, des entreprises au Maroc, je vous remercie. Je vous donne rendez-vous à un prochain webinar dans 15 jours sur un autre sujet, beaucoup plus pointu, précis du domaine de la RSE. Donc vous recevrez les invitations au préalable pour que vous puissiez y participer. Donc je remercie les intervenants, merci Si Hassan, merci Zineb, merci Leila, merci Soukaina. L'intégralité du webinaire sera disponible sous peu, donc là enregistré. Donc avec le consentement de nos intervenants, on va le partager aux participants qui ont participé à cette conférence et bien sûr à d'autres personnes qui étaient intéressées qui n'ont pas pu participer. Merci à vous tous. Merci. Merci Si Hassan. C'est à vous, c'est Omar. Merci. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Voilà, À très bientôt. à très bientôt, merci.